Chères internautatrices et internautateurs, amateurs d'histoire et d'Uchronie, bienvenue dans cette Trick TV, somme toute spéciale et particulière, car c'est un alinéa grâce à Monsieur Guillaume qui est là. Comment vas-tu bien, Guillaume? Année terrible, 1870. Exactement, car c'est la question du jour, grâce à Monsieur Antoine qui est ici, dans une Trick Track vidéo TV précédente. On a parlé de cet ouvrage, La France pouvait-elle gagner en 1870 ? Et dans cette première partie, on a évoqué l'aspect d'abord, on va dire, documentaire que tu as utilisé pour écrire ce livre. On a expliqué ce que c'était qu'une uchronie, puisque c'est le propos de cet ouvrage. Et surtout, on a posé les bases de ce qui allait mener à ce conflit. On a expliqué les tenants politiques, plus que géographiques, bien qu'il y en ait un petit peu, puisque l'époque, l'Allemagne n'existait pas vraiment, on l'a expliqué. Enfin bref, si vous voulez savoir tout ça, allez voir la petite vidéo précédente. Là maintenant, on va s'attaquer aux forces et aux faiblesses de toutes ces détails. L'explication de la défaite, de pourquoi est-ce qu'on en est. Voilà, on a abouti quand même à cette catastrophe. J'avais du mal à le dire, la défaite. militaire. C'est la défaite de la France, la défaite. Donc on a forcément Wargame oblige, tu es un joueur de Wargame toi aussi, une carte, alors évidemment 1914 il est écrit là-haut, on le voit pas, si on le voit ici là, parce que c'est une carte de Wargame de 1914. Ça n'a pas beaucoup changé, hein. La forêt est toujours là, les rivières. Non, ce qui a changé, ce sont les lignes de chemin de fer, mais ça, Voilà. on en parlera. Voilà. Et puis la frontière aussi a changé. Oui, et là, il n'y a pas l'Alsace-Lorraine. Il manque un petit bout d'Alsace, c'est pour ça qu'on a mis une On l'a première mis carte ici là. avec les frontières de l'époque, juste pour positionner au départ sur cette carte-là Notre gros plan sur les les positions frontières, de départ, et après on rentrera dans la carte 1914. Ce livre, j'en ai pas besoin, je vais te le rendre, parce que tu vas peut-être t'appuyer dessus une fois ou deux. Et donc là, mesdames et messieurs, auditeurs attentifs, internautateurs, on va rentrer dans le vif du sujet, celui où il y a de la sueur, de la mécanique, des hommes, de l'intendance, des frontières et des déplacements. C'est ça l'idée? Allons-y. Bon, d'accord. Ce qu'il faut dire dès le départ, c'est effectivement dresser la liste des atouts et des faiblesses des deux camps, et qui explique d'une part pourquoi est-ce que l'Allemagne a gagné dans la réalité, mais aussi pourquoi dans une uchronie, moyennant certaines conditions et petits changements minimes, en fait, il y avait des possibilités de s'en sortir autrement, d'où l'idée de l'uchronie. Alors, pour la liste des forces et des faiblesses, d'abord, ce qui est assez extraordinaire, c'est que alors que la France déclare la guerre le 19 juillet, a commencé à mobiliser avant le 19 juillet, le 11 et le 14 juillet, l'Allemagne, qui est le pays agressé, alors je vais dire Allemagne à partir de maintenant parce que, en gros, comme je vous ai expliqué juste dans l'émission précédente, que vous avez bien sûr vu, les États allemands du Sud font alliance avec la Prusse contre la France. Bien. Donc, je vais dire l'Allemagne à partir de désormais. Donc, les effectifs, au début de la guerre, quand les opérations commencent le 2 août, les effectifs allemands sont 2 fois supérieurs à ceux des Français en effectifs de soldats et en effectifs de canons présents à la frontière au moment où les hostilités commencent. Alors que, comme je disais, les Français ont mobilisé bien avant, puisque l'Allemagne, une fois que la guerre est déclarée, mobilise, et donc 6 jours après. Et l'ordre de concentration des forces aux frontières pour la France intervient 5 jours avant et l'Allemagne 5 jours après. Et pourtant le ministère, ces 10 jours de décalage n'ont absolument pas profité à la France, alors que les Allemands étaient convaincus que comme les Français allaient être prêts avant, c'est eux qui allaient attaquer. Donc au départ, les positions que prennent sur cette carte les armées allemandes quand elles se sont réunies, c'est un peu en retrait. La frontière est là, hein, ça c'est le trait rouge, vous voyez. Oui, on voit très bien. Voilà. Et donc les armées allemandes sont positionnées en retrait de la frontière parce qu'elles s'attendent à ce qu'il y ait une attaque française. D'accord. Alors, ce qui se passe, et c'est la première cause de la défaite, à part les aspects stratégiques et diplomatiques qu'on a déjà évoqués, c'est effectivement l'insuffisance des effectifs français par rapport aux effectifs allemands. C'est parce que le service militaire en Allemagne, qui a été réformé en 1863, fait que tous les hommes de 20 à 28 ans sont engagés dans l'armée et formés militairement et mobilisables après avoir reçu par un service militaire de 3 ans, suivi d'une période de réserve de 5 ans, suivi d'une période de Landwehr, de garde nationale pendant 10 ans où ils continuent à recevoir une formation militaire. Donc bref, ils ont 730 000 hommes formés, alors que la France, qui a tenté une réforme du service militaire, la réforme Niel, qui était le nom du ministre de la guerre de Napoléon III, avant la guerre, tente une réforme, parce que après Sadova, donc la défaite autrichienne face à la Prusse, c'est la panique.
dans l'armée française, on dit, les Allemands, les Prussiens, ils ont battu les Autrichiens, qui étaient pourtant l'armée soi-disant la plus puissante, et avec un effectif incroyablement supérieur, grâce à leur réforme du service militaire. Donc, il faut qu'on fasse pareil. Donc, on veut créer, Napoléon III veut une réforme qui est la même que celle qui est en Allemagne. Mais il n'y arrive pas, parce que, d'une part, les parlementaires s'y opposent, parce qu'ils craignent que l'armée, qui est le pilier principal du régime, se renforce, et d'autre part, parce que les officiers eux-mêmes ne tiennent pas du tout à avoir la masse des jeunes Français présents sous les drapeaux, parce que à l'époque, comme on l'avait dit aussi dans la première partie, la crise sociale et la crise politique en France est tellement forte que sans arrêt le régime craint une révolution. Donc donner des armes à des gens qui potentiellement peuvent devenir des révolutionnaires, ils y tenaient pas vraiment. Et puis, donc l'armée, il y a aussi l'aspect quand même bourgeois de l'époque, qui fait qu'on n'a pas non plus envie d'aller transpirer et suer 5 ans. Le système français avant la réforme, mais qui demeure après la réforme, alors que Napoléon III voulait l'abolir, c'était le système dit du remplacement, c'est-à-dire que en fait, il y a un tirage au sort, on prend une classe d'âge, tous les gens qui ont 20 ans, et on tire au sort un contingent d'environ 100 000, sur une classe d'âge qui en fait 350 ou 400 000, on en tire au sort 100 000, alors ça peut être 120 000 selon les années, c'est le Parlement qui vote, qui dit cette année on en a besoin de 100 000, cette année 120 000, 90 000, enfin bref, en gros c'est 100 000. Et on les tire au sort. Mais ceux qui sont tirés au sort, s'ils ont de l'argent, peuvent se payer un remplaçant parmi ceux qui n'ont pas été tirés au sort. C'est quand même hallucinant. Bon, voilà, enfin, c'était les mœurs de l'époque. Hein, voilà. Et donc, ça c'est le service militaire. Après quoi, alors la réforme Niel dit ceux qui n'ont pas été tirés au sort doivent quand même, et c'est ça la nouveauté, faire des périodes de réserve, c'est-à-dire qu'ils doivent recevoir une formation militaire. L'idée c'était de former un peu plus de soldats que le strict contingent de 100 000 par an. Donc on leur donne une formation militaire qui était d'une quinzaine de jours par an. Ce qui est ridicule. Qui en plus, dans les budgets qui suivent, parce que ça c'est la loi qui est adoptée en 69, dans le budget 69, le budget 70, les crédits sont insuffisants pour que la période militaire prévue puisse être honorée, il n'y a pas d'argent. Et ensuite, ils sont versés, une fois qu'ils ont fait 5 années de réserve, à ce régime-là, ils sont versés dans ce qu'on appelle la garde nationale mobile, c'est-à-dire, ça dure 7 ans si je me souviens bien, c'est-à-dire qu'elle est mobile dans le sens que c'est une garde nationale qui peut être affectée à l'armée. Voilà, alors qu'il y a une garde nationale sédentaire, là c'est au-delà de 35 ans, où là on ne bouge plus, quoi. Enfin, c'est pour faire les garnisons, des choses comme ça. Voilà, donc l'objectif, avec ce régime-là, en application de la loi Niel, normalement en 1875, il y aurait eu 600 000 soldats formés. Sauf que, comme la guerre éclate en 70, il n'y en a que environ 375 000 formés, c'est la moitié, quoi. Face à, disais-je, 730 000 Allemands. On est la moitié, Voilà, un contre deux. D'où la difficulté. Et alors le problème aussi vient du fait que, alors que l'état-major promet à Napoléon III que le 2 août, il y aura 400 000 hommes aux frontières, dans la réalité, le 2 août, il y en a 200 000. La moitié. Face à, j'ai dit, je ne sais combien, 600 000 Allemands en face. Pourquoi ? Parce que le plan de mobilisation français, il faut comparer les deux plans de mobilisation. Le système allemand, c'est que les soldats cantonnés, soldats d'actifs qui font leur service, et les mobilisés, c'est-à-dire les soldats qui ont fait une période d'activité de service, qui reviennent, sont sur place localement, c'est-à-dire ville par ville. Les gens qui ont fait leur service dans la ville, ils sont originaires de la ville, ils sont dans la caserne de la ville. Les réservistes autour arrivent dans la main, on les équipe, tout l'équipement est sur place, et une fois qu'ils sont équipés complètement, ils prennent le train, et les horaires de train, tout a été calculé par l'état-major, et là il faut citer le nom du chef d'état-major allemand de l'époque, qui s'appelle von Moltke, qui est l'officier prussien dans toute sa splendeur, et tout a été prévu à l'avance. Les horaires des trains, les nombres de trains, en fonction des effectifs, tout a été calculé en temps de paix. Et tous les chemins de fer sont gérés par des unités mixtes, civiles et militaires, de cheminots. Qui prennent leur laisse et ils regardent. Voilà, et qui prennent le contrôle des voies, le contrôle du trafic. Voilà, ça c'est le plan allemand. Et alors, à l'époque, même les journalistes, il y en avait plein de journalistes étrangers, correspondants de guerre de tous les pays qui étaient là, des pays neutres, qui étaient en Allemagne, tout le monde s'extasie déjà devant l'ordre et la rigueur allemande. Devant l'ordre et la rigueur allemande, en disant c'est formidable, c'est extraordinaire. Devant l'efficacité. Extraordinaire, ce qui fait qu'en 10 jours, ils amènent donc 600 000 soldats et 1200 canons aux frontières, comme ça, par ce système. Pendant ce temps, en France, d'abord, les compagnies de chemin de fer sont privées. Donc,
le gouvernement demande aux compagnies de chemin de fer de mettre, on improvise le fait que voilà, on a besoin de tel train à tel endroit. Bon, ouais, voilà. Il faut sortir le carnet de chèques là. Voilà, et puis c'est l'organisation. C'est L'organisation. l'organisation. Mais si c'est privé, ils vont réclamer des sous. Non, il y a une réquisition. Ah bon, quand même. Non, mais bon, voilà, c'est la compagnie privée qui est chargée d'organiser le transport. Il faut des cheminots, des conducteurs, des locomotives, des machins, etc. Bon, voilà. Et surtout, les régiments français sont dispersés dans les garnisons dans toute la France, mais ça c'est pareil pour l'Allemagne, sauf que les régiments ne sont pas cantonnés, c'est-à-dire les réservistes d'une région, leur régiment n'est pas cantonné dans leur région. Et il est cantonné à un autre bout de la France. Pourquoi? Parce que le régime craignant la Révolution ne veut pas que si les soldats qui font leur service militaire, s'ils le font dans leur ville d'origine, ils connaissent la population et qu'il y ait des règles de fraternisation avec la population. Donc on les envoie on les envoie ailleurs. Donc systématiquement, par exemple, je dis n'importe quel exemple, les gens qui habitent à Troyes, alors le régiment qui est recruté à Troyes, parce que chaque régiment a déjà un ancrage géographique, et ben sa garnison, elle sera à Rouen ou à Marseille, etc. Bon, bref. Voilà. Donc, et les réservistes, c'est pareil. Donc ce qu'ils font, c'est que pour aller vite, on envoie le régiment d'active qui est cantonné dans la ville X à la frontière, mais les réservistes, eux, ils sont appelés dans le chef-lieu de canton, ils sont transportés en train jusqu'à l'endroit où il y a le dépôt du régiment, où on va les équiper, et une fois qu'ils sont équipés, on les envoie au front. Ou bien on envoie d'un côté les réservistes sans équipement, ou de l'autre côté l'équipement vers le front. Et alors le résultat est une pagaille monstrueuse, ce qui fait qu'il y a sous les drapeaux un effectif de 200 000 soldats, alors qu'on avait prévu 400 000. Plus ou moins bien équipés en plus, j'imagine. Avec une pagaille dans l'organisation. Alors la caricature la plus connue, c'est qui est racontée dans les journaux à l'époque, parce que tout le monde hurle, proteste. Forcément. Les officiers cherchent leurs troupes, les soldats cherchent leurs fusils, enfin bon, c'est un bordel sans nom. Et le truc le plus fameux, c'est qu'il y avait un régiment, des réservistes qui est dans le nord de la France. Le dépôt de leur régiment était à Oran. Ah oui, Algérie. carrément. Bah oui, c'est une colonie française, 1850. Donc les mecs, ils prennent le train, ils prennent le bateau, ils vont à Marseille. Ils vont chercher à Oran leurs chaussures, leurs pacas. Et de Marseille, ils remontent en Alsace, puisqu'ils étaient, c'était un décor d'Alsace. Voilà, donc ça c'est l'extrême. J'imagine. Ça pour tout le monde quand même. Mais donc c'est une pagaille monstre. Donc Napoléon, le plan français qui était prévu. Attends, je continue sur les atouts et les faiblesses avant de passer au point. Ça, c'est la première explication. Ensuite, l'histoire des canons. L'artillerie donc allemande est 2 fois supérieure, et je dis, il y a une moyenne de 2,5 canons pour 1000 hommes dans l'armée française, il y a 4 canons pour 1000 hommes en proportion dans l'armée allemande. Alors pourquoi? Parce que Guillaume, le roi de Prusse, féru de tout ce qui est nouveauté militaire, quand un industriel qui s'appelle Krupp, qui est un aciériste qui fabrique des locomotives, vient lui proposer un canon en acier, lui il saute dessus, et ça c'est de 1862-63, et il saute dessus, et d'emblée il dit je veux que ça équipe toute l'armée. Voilà, donc ça c'est 1863 à peu près. Et donc le temps que ça se fait équiper, en 66, ils ont les canons de Krupp, et donc ils tirent sur les Autrichiens, c'est la panique et tout, parce que ces canons sont en acier. Donc ça leur assure déjà une portée beaucoup plus longue que les canons qui, à l'époque, je rappelle, sont majoritairement, et donc dans l'armée française, en bronze. Voilà, donc c'est des canons, ils sont plus lourds, ils sont en acier, ils sont plus lourds, certes, et puis l'acier se déforme quand même. Bon, bref. Et ils se chargent par la culasse. C'est-à-dire que la culasse tire par l'arrière, on tire le truc, ça s'ouvre, on met le but, on referme, et boum, ça part. Bon. Et ça, c'est un choix qui a été fait dès le départ. Et ces canons sont équipés d'obus à percussion, c'est-à-dire qu'il y a un système au bout de l'ogive, là, oui, voilà. On voit tes doigts. Voilà, l'obus, comme ça. Au bout de l'obus, il y a un percuteur, c'est-à-dire que quand l'obus est tiré, il cogne sur un obstacle, et boum, ça explose. Bon. Ce qui fait que les canons allemands tirent en cloche. Et ils peuvent tirer au maximum de leur portée, plus on tire en cloche, plus ça va loin. Et donc, ils sont, alors là, j'ai besoin de réviser, mais enfin, la portée maximum, parce que alors, ça varie selon le calibre, mais la portée maximum, c'est 3800, j'ai perdu ma feuille, non, la voilà. C'est-à-dire 3800, c'est énorme. Voilà, tiens, on va prendre un petit canon allemand, voilà, pouf. Alors, ça, c'est un Krupp, on va dire, et ça porte à
à 2400 mètres pour une pièce de 4. 4, c'est le poids de l'obus, hein, c'est pas le calibre du canon. Et la pièce de 6 à 3500 mètres. OK ? Ouais. Pendant ce temps, les Français ont refusé, les officiers d'artillerie français, l'état-major français a refusé le canon d'acier, parce que Krupp, il les vendait à qui voulait. Hein. Oui, bien sûr. Donc, il vient en France, et comme il est allé, il les vend aux Belges, il les vend à plein d'armées, et puis il les vend, il vient en France, et puis il dit, il propose au ministre de la Guerre, vous voulez mes canons, voilà, ça coûte tant. Quoi. Et les Français refusent, le ministre français refuse, pour deux raisons. Pour la première, c'est parce que les industriels français du Creusot-Loire, qui à l'époque ne fabriquent pas d'artillerie et de canons, disent, on va bien un jour en fabriquer, donc non. Quand même. Alors, pour protéger l'industrie française, on n'achète pas de canon Krupp. Et on attend que les autres veulent bien en fabriquer, mais ils ne l'avaient pas fait. Bon. Et la deuxième raison, c'est que les militaires n'en voulaient pas non plus, parce qu'ils disaient que la culasse était fragile. Et que c'est pas robuste et ça se pétait au bout d'un certain temps. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que à Sadova, justement, il y a pas mal de canons Krupp qui explosent et qui tuent des servants. Et donc, les officiers français disent regardez, ça marche pas leur truc et tout. Et alors, le problème aussi, c'est que c'était très lourd. L'acier était beaucoup plus lourd que le bronze, donc pour tracter dans le champ de bataille, c'était compliqué, machin, etc. Et puis, les Français avaient fait le choix, non pas de l'obus à percussion, mais de l'obus à fusée. C'est-à-dire les obus à fusée, alors pareil, même forme, l'obus, pouf, comme ça, et l'ogive. Dans l'ogive, il y a des canaux qui sont creusés, des petits chenaux, comme ça, qui sont creusés, de longueurs différentes. Alors, il y en a 3 ou 4, ça dépend. Enfin, en général, de toute façon, on en disait que 2. Donc, plus le canal était, on le remplissait de poudre, était long, et plus ça a explosé plus tard. Comme une mèche, quoi, Comme une mèche, exactement. Et inversement, le canot court permettait de tirer à courte portée. Voilà. Et donc, l'obus explosait en l'air et tombait ou au sol, mais une fois que c'était consommé. Alors, le problème, c'est que si on tirait en cloche avec ce système, l'obus, il tombait, et s'il tombait avant que ça pète, parce que le réglage n'était pas à la seconde près. Il pétait dans la terre. Il pétait dans la terre. Et ça faisait fougasse, on appelait ça. Ça faisait fougasse. C'est-à-dire que ça faisait une gerbe de boue. Et puis point barre. Oui, parce que avec le poids, ça s'enfonçait. Voilà, ça s'enfonçait. Donc ça explosait dans le sol. Dans le sol, oui, c'est ça. Donc, ça tuait les taupes. Du coup, la doctrine, voyant que ce problème, la doctrine, c'est de tirer en tir rasant, comme on faisait autrefois avec les canons de Napoléon. Pour couper des jambes. En boulet plein. C'est-à-dire qu'on faisait ricocher le machin, et en tir rasant pour qu'il rebondisse et qu'il explose au milieu des troupes adverses. Seulement, en tir rasant, on tirait 2 fois moins loin. Ben oui, forcément. Puis le moins d'obstacles. Que la portée théorique, ce qui fait que le canon français, n'est-ce pas, je me retourne de nouveau vers mes notes, le canon en bronze, il tirait à 1500 mètres. C'est-à-dire là, quand l'autre tirait là. Quand l'autre tirait à 1800, donc ça fait 300 mètres de différence. Et puis l'autre, il tirait la pièce de 12, qui était le très gros calibre, lui, il tirait à 3000 mètres. Quand l'obus allemand tirait à 3500. 500 mètres, c'est quand même énorme. Voilà, donc c'était un peu l'enfer. Oui, pardon, ça c'est les portées maximum. C'est la portée utile, c'est-à-dire celle qui était réellement utilisée par les artilleurs. C'était 1000 mètres, maximum 1800, entre 1000 et 1800 mètres. C'est-à-dire 2 fois moins que les canons allemands. Donc le résultat est tout bête, il est évident pendant toutes les batailles. C'est que les canons français, les canons allemands, dès qu'ils étaient à portée, ils tiraient sur l'artillerie française. Et nous, on ne les atteignait pas. Ils dégommaient tous les canons français les uns après les autres. Et après, l'infanterie n'avait plus d'artillerie pour se protéger. Et donc, l'artillerie allemande prenait à partie l'infanterie française cette fois et écrabouillait. Et donc, tous les témoignages des soldats dans Zola, dans l'année terrible de Zola, c'est raconté extraordinairement bien. Les soldats avaient le sentiment d'impuissance totale, d'abord parce que leur artillerie ne les protégeait plus. Et d'autre part, ils voyaient, il y a des obus qui tombaient, ils ne voyaient pas d'où ça venait. C'était trop loin. 3000 mètres, c'est loin, ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas les artilleurs allemands. Et ça, c'est la première fois. Alors, dans la guerre de 14, c'est éclatant, parce que la portée était encore beaucoup plus longue. Mais là, c'est la première guerre où on ne voit pas l'artilleur d'en face. On ne voit pas le départ du canon. On ne voit pas le feu du départ. Et ça c'était psychologiquement, c'était très très dur. Et une des tactiques qui avait été tout le temps utilisée par justement les Allemands, ça a été à chaque fois d'essayer de récupérer des positions sur des hauteurs. Et évidemment, donc au début de la campagne, il y a un certain, on est sur un terrain quand même un peu accidenté, et de pouvoir toujours après venir canarder finalement les Français en s'établissant. Donc ça, c'est effectivement ça. Et en plus, la doctrine d'emploi de l'artillerie n'était pas la même.
c'est que les Allemands envoyaient systématiquement leurs canons, ils devaient tirer dès qu'ils étaient à portée, et ils ne craignaient pas d'envoyer leurs canons à l'avant-garde, même quand l'unité d'infanterie n'était pas encore arrivée, ou pas constituée, ou pas en position, et donc qu'ils tiraient dès qu'ils arrivaient à portée. Donc à 3000 mètres, ils étaient même tout seuls, une batterie d'artillerie pouvait être toute seule, et ils tiraient à 3000 mètres. Oui, c'était tranquille. Et donc souvent, les gravelottes, ça commence comme ça d'ailleurs, c'est les soldats français sont en train de prendre le café le matin, et tout à coup ils reçoivent des obus sur la gueule, voilà, sans prévenir. Ça doit te péter le moral, ça. Donc c'était totalement nouveau pour les. Alors que la doctrine française, c'est la doctrine napoléonienne classique, c'est-à-dire que les batteries d'artillerie étaient situées derrière l'infanterie et défendaient la position de l'infanterie. Quand l'infanterie avançait, elle avançait avec l'infanterie. Quand elle était restée stationnaire, elle restait stationnaire derrière et elle tirait sur l'infanterie ennemie qui arrivait de loin. En principe sur l'artillerie, sauf qu'elle était hors de portée, mais sur l'infanterie allemande dès qu'elle approchait de la position française, qui est une position strictement défensive et puis point barre. Dernier point de doctrine différent, c'est la cavalerie. La cavalerie française et sa doctrine d'emploi, c'est la doctrine napoléonienne qui est surtout une arme de choc dans la bataille, c'est les cuirassiers, donc on fonçait sur l'ennemi, voilà, à charge. Quand ça va mal ou qu'on veut une percée décisive ou que voilà, protéger une retraite, protéger une retraite. Alors que la doctrine de la cavalerie allemande, d'abord elle est rattachée à chaque unité. Alors que dans l'armée française, c'est concentré en un corps de réserve qui sert de réserve justement dans une bataille, alors que la cavalerie allemande, elle est dispatchée dans les unités et son boulot, c'est de faire de la reconnaissance en profondeur, c'est-à-dire de partir très très loin en avant de l'infanterie qui marche pour aller reconnaître le terrain, essayer de couper les communications ennemies, reconnaître les positions, savoir qui est où, voilà, et faire des renseignements. Et ramener, ce qui fait que l'état-major allemand est toujours beaucoup mieux renseigné que l'état-major français sur les mouvements réels des troupes, et que du coup ils peuvent décider de plans, ils ont toujours l'initiative. En gros, les Allemands, avec sur supériorité en effectif, supériorité de la cavalerie, enfin pas supériorité mais doctrine d'emploi différente de la cavalerie, et supériorité mécanique avec les canons. Ils sont toujours en train de déborder les positions françaises, soit au niveau opérationnel, on va le montrer sur la carte, en contournant les positions françaises, parce qu'ils sont tellement plus nombreux qu'ils peuvent à la fois attaquer de front et faire le tour. Et puis, ils savent où sont les Français, alors que les Français ne savent jamais où sont les Allemands. Ce qui est très surprenant par rapport à ce conflit, c'est que tout ce que vient d'énumérer en fait Antoine, c'est exactement ce que les Français sous Napoléon Ier maîtrisaient parfaitement. C'est-à-dire que l'utilisation de la cavalerie, c'était les Français qui étaient les meilleurs à l'époque. La cavalerie de reconnaissance, les hussards, c'est eux qui le faisaient. Là, ça s'est complètement perdu. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, fait que l'armée française, en termes de savoir-faire, son savoir-faire s'est délité et a été négligé. Donc, la cavalerie n'a pas fait. Non, mais c'est surtout que les techniques avaient changé. Oui, mais non, mais entre-temps, ce qui était adapté à l'époque napoléonienne. Non, mais sur les reconnaissances de cavalerie, par exemple, en effet, ça avait été plus ou moins abandonné. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est les Allemands qui se l'étaient approprié. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait en effet sous Napoléon une artillerie performante. Alors l'artillerie russe aussi était performante, notamment en termes de calibre. Là, finalement, les Français se laissent déborder en termes de technologie. Ce sera après d'ailleurs toute la course au fameux canon de 75 pour 1914. Voilà. Ce sera la revanche des polytechniciens. C'est exactement pour pouvoir justement ne plus se faire surprendre comme il a été le cas. Et puis il y a une autre chose aussi dont on peut parler, c'est que le corps des officiers, alors il faut des Français. C'est vrai. Alors, je te laisse enchaîner sur la doctrine des initiatives. Et puis, non, mais c'est important. Non, il y a la doctrine d'initiative des Allemands et la promotion non pas au mérite, mais voilà. Alors j'explique en 3 mots, c'est que d'abord pour la doctrine de l'infanterie. La doctrine française, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la bataille conduite. C'est-à-dire qu'il y a un général en chef qui décide de tous les mouvements, de toutes les initiatives, etc. Et donc les officiers intermédiaires, eux, leur truc, c'est d'appliquer point barre. Donc ils n'ont pas le droit de prendre des initiatives en dehors de celles qui sont dans le règlement. Bon, voilà. Et donc la conduite, ça s'appelle la bataille conduite. La doctrine allemande est totalement différente. La doctrine allemande, elle est de toute unité qui est en présence d'une unité adverse doit l'attaquer. Et c'est l'officier le plus haut gradé à cet endroit-là qui prend le commandement et qui décide de tout. Voilà, moyennant le fait qu'il doit attaquer. Et les autres officiers qui sont des autres unités qui sont aux alentours doivent marcher au son du canon et venir en renfort de l'unité qui attaque. Et à chaque fois, c'est le plus haut gradé qui prend le pas sur le gradé qui est en place. Oui, donc si un mec qui vient qui est plus élevé, il reprend le commandement. Pour vous donner juste un exemple, à la bataille, une des premières batailles qu'on verra plus tard, qui est la bataille de Spicheren, près de Sarrebruck, en Lorraine, qui a lieu le 6 août. Il y a
40 000 soldats allemands qui participent contre un corps français qui fait à peu près 20 000 hommes. Et les 40 000 soldats appartiennent à deux armées différentes, allemandes, deux armées différentes, à trois corps différents et à 5 divisions différentes, qui sont aucune n'est au complet de ces unités au moment où la bataille commence, ni même en cours de bataille d'ailleurs. Mais à chaque unité qui arrive, c'est l'officier, et donc il change de commandement 5 fois dans la bataille, parce qu'à chaque fois c'est le plus haut gradé qui prend le pas sur celui qui est déjà sur le terrain. Donc celui qui est sur le terrain dit bah là j'en suis là, et hop, il prend la suite, et, voilà. Et il commande l'ensemble des troupes alors que c'est pas ses troupes. Oui, bien sûr. Voilà, il n'a pas d'autorité en principe sur la Oui, mais il a l'autorité de l'intelligence. Il est supposé être le plus voilà, le il est mieux plus haut placé. gradé. Bon, Ouais. c'est très rigide. Hein, Mais quand même. Voilà. C'est-à-dire, Alors ça a plein d'avantages. Après, on va voir les inconvénients dans les atouts de l'armée française qui expliquent qu'il aurait pu. Alors faire les choses. après, Et puis la formation des officiers quand même, Voilà, c'est que il y a moins d'officiers dans l'armée allemande que dans l'armée française par nombre d'hommes, mais tous sont passés par des écoles d'officiers. On leur apprend leur métier. D'accord. Allemand comme français. Non, ça c'est côté allemand. Côté allemand, d'accord. Côté français, il y a un petit tiers des officiers qui sont passés par une école, Saint-Cyr pour l'infanterie, et tous les autres c'est à l'ancienneté. D'accord. Ah ouais. Donc la moyenne d'âge des officiers français est environ de 10 ans supérieure, 5-6 ans, ça dépend des grades, etc., supérieure à celle des Allemands. Alors, et ils restent toujours dans la même unité, les Français. Alors que le système de formation des officiers allemands fait qu'ils changent d'endroit sans arrêt, ils changent d'armes, etc. Et donc ils sont à peu près au courant de tout. Alors l'avantage côté français, c'est que les officiers, c'est le père du régiment. Voilà, donc tout le monde le connaît, il est là depuis 20 ans, etc. Et puis côté allemand, c'est qu'ils sont nettement mieux formés, ils connaissent tous les subtilités de l'art militaire. Alors que les officiers français, ils sont au courant de rien, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas de formation en cours de route. Voilà, bref. Alors ça se reproduit au niveau de l'état-major, c'est-à-dire qu'il y a une école d'état-major allemande où l'état-major est considéré comme l'élite de l'armée, donc c'est les meilleurs officiers, il y a des concours, etc. Donc c'est les plus malins qui deviennent officiers d'état-major. Chacun a une spécialité, il y a ceux qui sont spécialisés dans le ravitaillement, ceux qui sont spécialisés dans le renseignement, ceux qui sont spécialisés. Et donc il y a des écoles d'application pour chacun truc. Alors que dans l'état-major français, c'est le plus courtisan. C'est l'esprit de cour et qui le l'a plus emporté. politiquement correct. Le népotisme, le machin, la qui est nommé cooptation. chef d'état-major. Et en gros, les officiers de terrain méprisent les officiers d'état-major parce que c'est des planqués. Voilà. Donc il y a une espèce de. Ils n'en voient pas l'utilité. Voilà. Et après, il y a De aussi. toute façon, c'est le commandant en chef qui décide. Donc c'est et après, l'autre élément intéressant sur la différence entre les deux armées, c'est que l'armée française a quand même, après les grandes campagnes d'Italie, enfin, donc Magenta, Solferino dont on parlait, a envoyé beaucoup de ses officiers dans des guerres coloniales. Que ce soit le Mexique, que ce soit l'Algérie, le Mexique, que ce soit aussi la Cochinchine. Donc c'est-à-dire qu'on est au contact de ces hommes, on connaît la rudesse, la rigueur du terrain, mais en revanche, ce sont des personnes, et souvent c'est ce qui va se faire sentir durant la campagne. C'est sûr que les Algériens, ils n'avaient pas des canons de croupe. Non, puis au-delà de ça, c'est qu'ils commandaient des plus petits nombres d'unités, on n'était pas sur des grands ensembles, parce que l'officier allemand, lui, il avait très peu combattu, à part ceux qui avaient combattu à Sadowa. Il n'y a pas eu de combat non plus pour l'armée allemande, sauf qu'ils ont été formés, et c'est vrai qu'ils avaient une mécanique qui leur permettait à un moment, par justement ce système. Et l'officier d'état-major, et l'état-major est très respecté, et surtout il y a un état-major dans chaque unité. Voilà. Alors que de grandes unités, pas les régions, déjà à l'échelle de division, il y a des officiers d'état-major qui sont passés par une école d'état-major. Donc quand ils se parlent entre état-major, ils savent de quoi ils parlent, ils ont le même langage. Alors que quand un officier de grande unité français de corps, même chef de corps, qui n'a jamais vu un état-major de sa vie, il reçoit un ordre de l'état-major, il reçoit un ordre déplanqué. Ouais, c'est ça, avec un peu de mépris à l'intérieur. Voilà, donc c'est tout ça cumulé et puis, explique quand même que les choses se soient pas très mal passées. En revanche, et là je vais y venir quand même assez rapidement, c'est qu'il y avait dans la liste des atouts du côté français et en particulier du côté de l'armement, bizarrement. Parce que l'armée française était équipée depuis 1869, donc il y avait toutes les unités n'en avaient pas, donc ça avait commencé à se répandre, d'un nouveau modèle de fusil qui s'appelle le chasse-peau, qui était mis au point par un ingénieur qui s'appelait Chasse-peau, et qui était un fusil à chargement à culasse, qui était du fusil allemand, l'équivalent allemand s'appelle le Dreis. Bon, voilà, donc les deux se chargent par la culasse, ça c'est pas différent. Mais il y a une par la culasse, c'est d'ailleurs avant, à l'époque d'Apollon, on chargeait on mettait de la poudre, on faisait comme ça, par la bouche, par la bouche avec la baguette, machin, tout ça, etc. Puis on mettait une amorce, on levait le chien, puis on tirait. Là, c'est un chargement par la culasse. Donc on ouvre la culasse, on glisse une cartouche dedans, on ferme la culasse et on tire. Et on va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Bon. Sauf que
il y a une différence de conception dans la culasse et la cartouche qui fait que le chasse-peau tire à 1200 mètres, alors que le Dreis tire à 600 mètres, Ah oui. c'est-à-dire la moitié. Ok. Autrement dit, un soldat allemand qui avance vers les lignes françaises, il se fait canarder à 600 partir de mètres 1200 avant, et il ouais. ne peut rien faire Ouais. jusqu'à 600 mètres. À 600 mètres, il peut commencer à riposter. Mais Ouais. pendant Mais il est 600 mort. mètres, et en général, il attend de mourir. Voilà. Donc c'est un truc terrible. Et en plus, alors, j'explique quand même techniquement pourquoi c'est la différence. J'ai le Oui, temps. oui. Bon. C'est que le système, la cartouche du Dreis, il y a la poudre qui est la balle est là à l'avant, Ouais. comme ça toujours. La poudre est derrière et au milieu il y a la capsule de fulminate. Et la capsule de fulminate c'était un produit chimique nouveau, Réaction. innovation de l'époque, machin, etc., mais que tout le monde avait adopté dans les années 50. Et c'est elle qui fait exploser la poudre. Et il y a un percuteur dans la culasse, donc une aiguille qui s'enfonce. Donc le Dreis, elle traverse la poudre, elle atteint la capsule de fulminate, la capsule explose, fait sauter la poudre et la balle part. Le problème, c'est que le gaz, l'explosion, partant du milieu, l'explosion se diffuse de tous les côtés à la fois. Ouais. Donc la poussée est diminuée. Oui, bien sûr. Et en plus, comme la culasse était entièrement métallique, parce que c'était quand même des aciers, Ouais. aciers allemands, et en fait, du coup, les parties mécaniques commencent à bouger un peu, et donc il y avait une partie d'explosion qui sortait Ouais, oui, bien de sûr. la culasse. Bon, la culasse cassée. Enfin, Au bout d'un voilà. moment. Et alors que le chasse-peau, la capsule de fulminate, elle était à l'entrée Ouais. de la cartouche, donc il y avait la capsule, la poudre et la balle. Et donc elle pétait là, ce qui fait que toute la poussée Oui, bien sûr. partait comme ça. Et en plus, Chasse-Peau a eu l'idée de mettre un joint en caoutchouc Pour amortir le. au lieu d'avoir un joint entièrement en acier, d'avoir une culasse entièrement en acier. Et le joint en caoutchouc faisait que c'était totalement étanche, Ouais. et donc il n'y avait pas de dispersion du gaz de l'explosion. Et du coup, bah, ça tirait de 1200. Ouais, tout simplement. C'est tout simplement. Voilà, après, tout le monde a fait pareil, évidemment. Ouais. Mais au moment où 1869, donc c'était tout neuf, les autres n'avaient pas eu le temps de changer. Voilà. Donc, il y avait une supériorité Mais qui très s'est- nette. de Qui ce s'est côté-là. retrouvé d'ailleurs durant toute la campagne. Voilà. Et Ça va dans le niveau des pertes, je dans vais le y niveau dire des- justement. ouais. La deuxième arme dont disposaient les Français, dont ne disposaient pas les Allemands, c'était la mitrailleuse. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien savoir, c'est que l'état-major, les Napoléon III, les officiers français avaient tout à fait conscience, savaient parfaitement que l'artillerie allemande était supérieure, parce que l'armée belge avait prêté un groupe, ils avaient Ah acheté ouais. des groupes, ils en avaient prêté un aux Français pour qu'ils fassent des essais sur les polygones de tir à Vincennes, et donc ils avaient vu que ça tapait tirait loin. beaucoup plus loin que leurs canons, donc ils étaient au courant, les Français, ils étaient parfaitement au courant. Ils savaient que l'effectif allemand était 2 fois supérieur, ils le savaient aussi. Donc la doctrine, c'était la défensive, c'est-à-dire on attend l'ennemi sur une position défensive, on attend qu'il vienne à nous et on lui tire dessus avec le fusil. chasse-peau Ouais. à 1200 mètres, sans qu'il puisse riposter, et avec la fameuse mitrailleuse. Alors la fameuse mitrailleuse, c'était un dérivé de la Gatling américaine qui avait été inventée par la guerre de sécession et un tout petit peu utilisée à la fin de la guerre de sécession. Donc c'était un système de 25 tubes qui étaient disposés en cylindre comme ça. T'as vu la horde Voilà. sauvage, toi, t'as vu la horde sauvage. Et qui était sur un affût de canon normal, un canon ouais. 4, un canon, voilà, ça ressemblait à un canon. Hein. Ouais. Et on chargeait un bloc dans lequel il y avait 25 balles disposées en rond comme ça, qu'on calait contre les tubes, et après il y avait une manivelle qu'on tournait avec un percuteur, Percuteur, et ouais. qui passait D'un tube à l'autre. d'un tube à l'autre, avec une manivelle comme ça. Donc, ils appelaient ça le moulin à café. Ouais, ça, c'est Voilà. sûr que- Et ça tirait, alors ça tirait, les chiffres, le RFI tirait 100 à 125 balles à la minute, Ouais, c'est beaucoup. hein, parce que c'était des cartouches de 25, on mettait un bloc, on tirait 25, on en mettait un autre, ainsi de suite. Bon, puis ça allait vite. Hein. Ah ouais, La portée utile, c'était 1800 mètres. là et aussi, c'était- c'est loin. Voilà. Ça tirait, pardon, la portée était à 1800 mètres, la portée utile, c'est-à-dire où les balles n'étaient pas trop dispersées, parce 1000 que mètres. ça partait un peu à 1000 mètres. Voilà. Et donc, mais on commençait à doter l'armée française de ça. Il y en avait 170, 180, on ne sait pas très bien les chiffres. Enfin, ça varie selon les historiens. Ouais. Enfin, en gros, c'était cet ordre-là. Il était prévu qu'il y ait une batterie de Réfi par division. Ouais. Ce n'était pas le cas dans la réalité, mais c'était ça qui était prévu. Et surtout, l'idée, c'était qu'avec ça, on allait massacrer l'infanterie allemande, etc. Sauf que, Les Allemands n'en avaient pas. Ouais, du tout. vraiment, on n'en avait pas. Les Allemands étaient terrorisés par cette tu arme. m'étonnes. Enfin, ils ont été rapidement terrorisés. Voilà. Parce que- Parce que, mais le problème, c'est que Doctrine d'emploi. l'arme Doctrine étant d'emploi. totalement secrète, parce qu'on ne voulait pas qu'ils copient, qu'elle n'avait jamais été montrée aux officiers d'infanterie. Et qu'il Ouais. y avait une démonstration pour les officiers supérieurs, pareil sur le polygone de Vincennes, je crois, et ils avaient caché sous une bâche
l'arme et en tirait. dessous, il y avait un mec sous la bâche qui montrait, on se cachait comme ça. Et il voyait les balles sortir, mais il ne savait pas comment ni pourquoi. pourquoi. C'est très fort. Alors, ça les avait beaucoup impressionnés, mais bon. Et surtout, elle avait été donnée en dotation à l'artillerie, parce que c'était une arme qui ressemblait à un canon, et pas à l'infanterie. Ah oui, quelle erreur. Et du coup, les officiers d'artillerie, ils faisaient comme avec les autres canons, c'est-à-dire qu'ils les mettaient à l'arrière alors que non. de la ligne française. Ce qui fait que ça servait à rien parce que si tu arrives devant, voilà, parce qu'il aurait fallu les mettre en ligne devant. avec l'infanterie devant, comme ça a été le cas en 14. Ouais. Et même, assez rapidement, on a compris que c'était ça qu'il fallait faire. Voilà. Et en plus, comme les Allemands savaient que c'était une arme de destruction massive, et c'était la première cible des troupes. Quand ils arrivaient sur le champ de bataille, dégommer ça s'appelait les réfis, parce que l'ingénieur s'appelait réfi, qu'il avait comme chassepot. L'ingénieur s'appelait réfi, on appelait ça les réfis, ou les canons à balles. Mais enfin, le petit nom, c'était le réfi. Et donc, ils dégommaient les réfis dès qu'ils pouvaient, quoi. Voilà. Sauf qu'il y a eu quelques cas au début de la campagne où les troupes, soit ils n'étaient pas encore arrivés, soit ils étaient trop loin, soit il y avait un relief qui les empêchait de tirer, ou ils ne les voyaient pas, enfin bref. Et là, ça a été à chaque fois un massacre épouvantable. Donc ça a été le cas par la bataille de Gravelotte sur la côte 308, ça a été le cas à la bataille de Saint-Privat devant Saint-Privat, au cimetière de Saint-Privat, enfin ça a été un truc monstrueux. Et ils ont dégommé des unités entières d'Allemands qui passaient. Voilà. Donc c'était une arme miracle et l'état-major était convaincu que c'était ça qui allait faire gagner la guerre. Voilà. Dernier point dans la doctrine, c'est que donc ils avaient, j'ai dit, une doctrine défensive, etc. Il y avait le règlement disait chaque soldat était équipé d'une pelle et devait creuser une tranchée. Ils appelaient ça une tranchée abri pour se protéger des croupes, parce qu'ils savaient bien que l'artillerie allemande était supérieure, dangereuse, machin, etc. Donc ils devaient creuser des tranchées. Sauf que c'était un règlement nouveau. Les officiers estimaient que c'était pas honorable de se cacher et de faire que leurs soldats deviennent des terrassiers, comme ils disaient. Et puis de creuser leur tombe. Voilà, c'était vraiment honteux de creuser des trous. Voilà. Alors que dans la manœuvre, on était en rang, machin, on marchait à l'ennemi la baïonnette au canon. Voilà. Et c'était ça, ce qui était honorable, c'était ça. Par contre, aller s'enterrer, faire des trous dans la bouse, alors là, et en plus, les soldats eux-mêmes, ils avaient l'appel qui venait de leur donner, parce que c'était nouveau comme règlement. Au bout de 5 heures de marche avec 35 kilos, la première chose qu'ils jetaient, c'était l'appel. Voilà, puisque là aussi, ça sert à rien ce machin. Enfin, donc, ils n'ont pas utilisé. Donc, à la bataille de Saint-Privat, par exemple, sur 4 divisions, il n'y en avait que 2 qui avaient creusé des tranchées et 2 autres qui n'avaient pas tranché. C'est là où le front a craqué, bien évidemment. Voilà, donc, il y avait ça, c'était. Et en plus, la doctrine allemande de l'attaque à outrance, que j'ai expliqué tout à l'heure, faisait que les officiers allemands qui avaient un mépris total pour les bidas, que c'était les officiers, bon voilà, ça les gênait absolument pas d'envoyer les mecs au casse-pied. Ah oui, c'est ça, la chair à canon. Donc c'était comme en 14. C'est-à-dire que pour eux, ils envoyaient des vagues successives de soldats se faire massacrer quand ils avaient à face d'eux des chassepot ou les réfis. Et ça leur posait aucun problème. Oui, c'est voilà. Parce que l'objectif, c'était le gain de la journée. Voilà, parce que l'objectif, c'était d'attaquer. La doctrine, c'était il faut attaquer. Toute unité que vous voyez devant vous, vous l'attaquez. Voilà. Berserk. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que là, on va parler maintenant des plans stratégiques. Voilà. C'est la France qui déclenche la guerre, mais c'est l'Allemagne qui nous attaque. C'est la France qui vient déclarer la guerre en fait à l'Allemagne en lui mettant une claque, mais en revanche, on va gagner une bataille défensive. Alors que les Allemands, à l'inverse, en fait, et ça c'est intéressant, ne voulaient absolument pas que les Français rentrent en Allemagne, ça c'est stratégiquement parlant, pour éviter des destructions sur le pays. Ils préféraient évidemment porter aussi la guerre en France. C'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde, sauf que pour le coup, les Français, eux, avaient accepté que les combats se passent chez nous, en acceptant une bataille de frontières. Le plan initial, dans la mesure où l'état-major, alors maintenant on va rentrer dans les opérations. Je crois que j'ai listé, j'ai rien oublié dans la liste. Bon, voilà. Après, tu veux qu'on parle des chemins de fer maintenant ou on en parle durant les opérations sur le développement du chemin de fer allemand, avec la capacité de concentration et la seule voie de chemin de fer Paris-Nancy. Ça, c'est opérationnel. On en parle tout à l'heure. Ouais, d'accord. Donc, le plan de départ, puisque l'état-major est promis à Napoléon III qu'il y aurait 400 000 soldats prêts le 2 août. Donc, l'objectif, c'était de prendre l'offensive, de passer le Rhin, c'est-à-dire d'envahir la Sarre. Alors là, on va aller sur la carte, la Sarre, c'est là. De passer le Rhin. De passer le Rhin qui est par là, et de s'enfoncer en Allemagne, qui est par là,
le long de la vallée du Main, qui est un des affluents du Rhin, parce que c'était la rivière qui sépare les États allemands du Nord et les États allemands du Sud. L'idée de Napoléon III étant que les Allemands du Sud, voyant arriver les Français, allaient se rallier comme un seul homme pour remercier les Français de venir les libérer des vilains Prussiens. Bavière, Voilà, et puis d'aller de libérer des horribles Prussiens. Et d'aller même peut-être tendre la main aux Autrichiens. Et peut-être déclencher du coup le fait que les Autrichiens, voyant la victoire des Français, se rallient. C'était ça le plan. Il est beau sur le papier. Bon. C'est un plan stratégique. Sauf que quand Napoléon III arrive à l'armée, alors Napoléon III prend le commandement en chef lui-même de l'armée. Au début, il n'a pas vraiment envie, hein. Mais l'impératrice lui dit sire, mon mari, vous devez être à la tête de l'armée, comme votre oncle, blablabla. Enfin bref, donc il y va, un peu à reculons. Et quand il arrive et qu'il voit qu'au lieu des 400 000, il y en a 200 000, 220 000, et que il n'est plus question d'offensive, il dit non, on passe pas à l'offensive. Alors ils avaient prévu donc. Est-ce qu'on peut parler rapidement de l'état de santé de Napoléon III qui Oui, va quand même alors jouer un rôle important. déjà à ce moment-là, il souffre de la maladie de la pierre, ce qu'on appelle à l'époque la maladie de la pierre, c'est-à-dire qu'il a des cailloux dans le rein. D'accord. Et alors ça, cheval pendant toute la journée, au bout d'un certain temps, c'est douloureux. Des crises urinaires, il fait des crises répétition. stériles, atroces, de plus en plus atroces au fur et à mesure, qui déprime, plus il déprime, moins il va bien, et moins il va bien, et puis il déprime, enfin bref. Donc ça joue un rôle effectivement dans le fait qu'il abandonne la partie assez vite. Alors voilà, donc il y avait une armée en Lorraine, une armée d'Alsace que j'ai représentée par 2 pions parce que justement elle était dispersée dans la mesure où à l'origine la manœuvre c'était celle-là, voilà. Mais sauf que comme on passe à la défensive et qu'on ne sait pas où les Allemands vont attaquer, on disperse les corps. Donc il y en a en Alsace. Alors là, tu précises MacMahon. Alors là, ça c'est l'armée d'Alsace, l'armée de MacMahon, et ça c'est l'armée de Lorraine, donc c'est l'armée de Bazaine. D'accord. Maréchal Bazaine, maréchal MacMahon, maréchal Bazaine. Napoléon III commandant l'ensemble, et on est en train petit à petit de constituer une armée de réserve avec les fameux réservistes qui arrivent en retard d'Oran, de partout, à Châlons, dans un grand camp à Châlons. Voilà. Donc une armée dite de réserve. Ça marche, on le voit bien. Oui, on voit très bien. Pendant ce temps, les Allemands, comme je disais, pensant que les Français passaient à l'offensive, ont constitué 3 armées. Donc la première armée qui est à Trèves, la deuxième armée à Mayence et la troisième armée à Landau, enfin c'était à Spire exactement. Voilà. Constatant, donc là le temps passe, on est arrivé le 26 juillet, Bolt constate que, alors qu'il croyait que les Français l'attaquaient, les Français n'attaquent pas, et pourquoi ? Donc il se décide à appliquer la doctrine allemande qui est, l'ordre qu'il donne est très simple, c'est un ordre qu'il a donné déjà depuis le mois de mai, depuis longtemps il prépare quand même, hein, qui est de dire nos armées doivent toutes avancer de façon parallèle pour pouvoir s'appuyer les unes les autres, 2 ou 3 jours de marche au cas où, vers Paris, jusqu'à rencontrer l'armée française, le gros de l'armée française, et la détruire. Et détruire l'armée française. Donc l'objectif c'est l'armée. Et pour que l'armée française ne se dérobe pas, il faut marcher sur Paris, puisque l'armée doit descendre Paris. Alors, non mais ça c'est intéressant, explique le plan, c'est tout simple. Parce que le plan quand même stratégique des Allemands, c'est de considérer que la chute de Paris conditionne en fait la volonté politique de combattre. Non, mais évidemment. Donc en fait c'est ça, donc c'est-à-dire aller vers Paris, c'est de toute façon combattre l'armée française puisque l'armée française s'interposera et devra démarrer. Voilà, et devra combattre. Donc le 26 juillet, il donne l'ordre de marche, donc ces armées-là qui sont par là avancent, et comme j'ai dit, elles ont une supériorité numérique absolument hallucinante. Alors oui, juste un épisode avant, c'est que comme l'armée française ne bouge pas, à Paris, tout le monde commence à s'énerver en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, où est notre victoire et tout. Donc l'armée française fait une incursion, prend Sarrebruck et repart. En retraite. Et ça est présenté dans la presse comme une énorme victoire. Et 3 jours après, c'est la défaite écrasante. Donc le choc psychologique est d'autant plus grand que la défaite est terrible. Donc en fait, les deux armées. Précisons justement, précise juste que les Français sont tellement peu au fait, d'ailleurs, de l'importance de la logistique, qu'ils ne détruisent pas les voies de chemin de fer, ni les ponts à Sarrebruck. Ce qui me paraît évident. Et donc c'est-à-dire qu'ils laissent tout en état. C'est-à-dire que lorsque les Allemands c'est l'absence d'état-major. Bref, les Allemands arrivent là. Là, ils rentrent. Comme l'armée française est dispersée, il y a une première bataille. Il y a une division française, toute seule, isolée, qui est là, sur la frontière, à Wissembourg. Donc c'est la bataille de Wissembourg. 3 août. 4 août. Voilà. 4 août. Oui, c'est ça. Parce qu'après, il y a le 6. 4 août. Et donc, il y a une division française qui est écrasée, un deuxième corps français qui rapplique, qui est écrasé à son tour le 6 août. Pendant ce temps, les Allemands passent la frontière et écrasent un corps français isolé, lui aussi, le 6 août à Spicheren. C'est ce que je disais tout à l'heure.
panique, Ça commence mal. Alors, panique générale. ce qui est intéressant, je reprends, je complète par rapport à ce que disait tout à l'heure Antoine, c'est que ici, la division française donc de Wissembourg, en fait, a tout à fait tenu le terrain. Ils ne sont pas du tout débandés, bien qu'ils étaient en infériorité Ouais, ils numérique. paraître écrasés quand même. Mais oui, numériquement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, justement, on a pu tester l'efficacité du chassepot, qui a fait des ravages du côté Alors allemand. voilà, alors ce qui est frappant dès ces batailles-là, alors ça sera encore pire pour les batailles ici après, c'est que les pertes en tués, en blessés allemands sont 2 à 3 fois supérieures aux pertes françaises tués et blessés au combat. Ah oui. Mais le problème, c'est que comme les Français reculent et retraitent, s'enfuient en courant à chaque fois, ils laissent tous leurs blessés Oui. derrière, plus des Les armes, prisonniers. Et plus Et une les partie armes. matérielle. Et les armes, le Certains- matériel, certaines choses. l'artillerie, non mais l'artillerie, effectivement, la retraite de oui. McMahon, il laisse la moitié des camions Ouais. derrière lui. Enfin bon. Ouais. Et donc, du coup, le bilan général des batailles 2 ou 3 jours après, bah, c'est équivalent, Oui, bien sûr. voire en faveur des Allemands, alors que dans Sur le le combat terrain, lui-même, c'est ouais. juste l'inverse. Et le fantassin français, en fait, professionnel, alors là, en l'occurrence, on en parlait tout à l'heure, c'était un régiment de turcos, c'est-à-dire des régiments de nord-africains mixtes, En partie, nord-africains pieds noirs, donc se battent vaillamment mais se font écraser. Et ce qui est intéressant à Spitzscheren, ça c'est l'autre exemple, c'est qu'on a à côté un corps d'armée, Voilà. celui de Frossard, Oui, c'est ça. Alors, il y a qui, un corps d'armée qui est isolé, mais les autres, ils campent pas loin. à 20-25 km, ils Donc- peuvent arriver dans la demi-journée. Au son du canon, normalement, Oui, au ils son doivent du marcher, canon, ouais. sauf qu'ils n'ont pas les ordres. Donc ils viennent pas. Ouais. Ils viennent pas. Donc le corps français se fait écrabouiller en détail. Alors qu'ils Comme pensent ça. que ses copains vont venir. Ouais. Ouais. Parce qu'il tient, lui, il a l'ordre de tenir la Et il frontière. demande, alors il envoie, des messagers. des messagers à tous ses collègues des autres corps en disant venez, 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 venez. Et les autres se demandent ah oui, mais j'ai pas les ordres de l'état-major parce que c'est la bataille conduite. Ouais. Donc j'attends les ordres de Bazaine Ouais. qui lui était, je sais plus où, à Metz ou non, il n'était pas à Metz, il avait bougé quand même. Enfin bref. Mais Et c'est après, ensemble, il y a eu ouais. des polémiques alors, d'historiens et de militaires De après, jalousie, sur d'histoire de pourquoi les ordres, machin, etc. Enfin, en gros, c'est ça l'histoire, quoi. Donc, paniqué, Napoléon donne l'ordre aux deux armées de se replier sur Châlons, enfin d'abord sur Metz, et ensuite Verdun, ensuite Châlons, parce que l'idée était de rallier l'armée de réserve pour reconstituer les effectifs. Alors déjà, on était en infériorité effective, mais après les défaites, on était encore plus en réalité. Ouais. Donc du coup, et reconstruire une armée qui se battrait par là. Donc ça, c'est les ordres qu'ils donnent dès le 9 août. Donc en fait, après une semaine, Voilà, et là, on va changer de carte. du coup. 15 Alors, jours, ça, on va l'enlever, du coup. 15 va jours de l'enlever. campagne, on On a a, plus on a l'Alsace. subi déjà 2 défaites, mais qui Voilà. sont d'autant plus traumatisantes parce qu'on pensait aussi que l'armée française était largement supérieure à l'armée allemande. Ouais, ouais, Voilà. bien sûr. Et là, le territoire est envahi. Et rapidement, les Allemands vont commencer à aller vers Strasbourg, Voilà, donc ils qui est la première assiègent grande les ville. Allemands à Strasbourg. Tiens, alors on prend. Tac, ils assiègent Strasbourg. Alors, tiens, non, avec- prends un jeton, comme ça. D'accord, ok. Ouais. Ouais, parce que ça va tomber, ouais, ça sert à ça les jetons de poker. Voilà. Strasbourg. Strasbourg. Donc ici, là, les c'est- Allemands vont arriver. Et là, si tu peux mettre du vert, parce que le corps Oui. de siège de Strasbourg est Bad-Württemberg. Voilà, ils sont de l'autre côté, hein, Württemberg, c'est l'autre côté du Rhin. Ça, c'est la première armée qui descend ici. Ensuite, on a passé Sarrebruck, on arrive Attends. ici vers Dieuze, ils sont par là. Non, Sarrebruck, c'est là, Oui. Forbach. Voilà, donc ils marchent vers Metz. Ouais, c'est Non, ça. vers Metz, c'est là. Hein, hop, Mais puis t'as l'autre qui est. voilà. Et pendant ce temps, les Français. Ah oui, tu mets des petits soldats français, d'accord. Donc là, l'armée de Lorraine, de Bazaine, se replie sur Metz. Hein. T'as celle de L'armée, MacMahon. celle de MacMahon file par les cols et va se replie vers Nancy. Tiens, Allez, continue. vas-y, Oui. mets un petit gars ici. Et l'armée, les corps de l'autre moitié de l'armée du Sud prend le train pour aller jusqu'à Châlons. Et si je bouge le truc, ça ne fait pas. Voilà, Châlons. Où il y a déjà une armée de réserve. Hein. Il peut peut-être choper avec la caméra sur le côté pour qu'on ait le. Tu vois? Oui, on voit là. Il va zoomer, puis Bon. il va aller nous choper avec la caméra. Attends, il me manque une troisième armée allemande. Ah, c'est ça. C'est pour Qui, ça. voilà, C'est et celle qui, elle, suit, voilà, suit c'est celle-là. Ma- ouais, suit qui- MacMahon, ah, exactement. voilà, suit MacMahon de Exactement, loin. c'est celle-là. enfin, bon. Celle-là. Alors, et là, Moltke, donc il y avait un ordre. Voilà, c'est toi comme ça, on verra. avait un ordre, pardon. Vas-y. Moltke Voilà, change c'est ses ordres le 9 août à peu près Ouais. aussi, et ordonne, profitant de sa supériorité numérique, il ordonne à, attends excuse-moi, c'était comme ça à l'origine, hein, à la première armée de marcher sur Metz pour suivre les Français, à la deuxième armée de franchir la Moselle sous Metz, à Pont-à-Mousson, et à la troisième armée de poursuivre MacMahon et de franchir, pareil, voilà, et de faire un mouvement tournant. Le but du jeu,
Donc lui, en fait, il s'enfuit jusqu'à Châlons, hein, dans le même mouvement. Oui. Oui, de toute façon, McMahon est totalement out là. Hein. Et là, l'idée, c'était de remonter là pour couper la route, la retraite à l'armée de Metz. Avec une seule armée, il arrive à le choper par deux côtés. Voilà. Ils sont 2 fois plus nombreux. Donc il y a un mouvement tournant comme ça, etc. Sauf que, je reviens en arrière, donc lui, pendant qu'ils approchent de la rivière, Pont-à-Mousson, c'est où là? C'est là. Voilà. Alors que la première armée avait l'ordre de poursuivre de loin, elle attaque les Français parce que la doctrine allemande, c'est d'attaquer. Ouais. Et donc, à la tête de la première armée, il y a un général qui s'appelle Steinmetz, qui est un vieux général qui méprise Moltke, parce que Moltke n'a jamais combattu sur le champ de bataille. Alors que lui, contraire. Tu dis, ça compte, tu vois, la nature humaine, pourquoi les raisons. Mais complètement les passions. Les passions, il y a un bouquin génial là-dessus. Donc, il attaque, bille en tête, et il y a des pertes énormes. Mais le problème, c'est que du coup, c'est la bataille de Bazaine, Borny, c'est la bataille de Borny. Et Bazaine refait passer, alors qu'il avait commencé à traverser la Moselle pour continuer la retraite jusqu'à Châlons, selon les ordres, il tient tête. Et du coup, ça retarde son mouvement. D'accord. Voilà. Et en plus, Paris veut qu'il y ait une bataille sous Metz, le gouvernement. Et Bazaine dit non, il faut reculer jusqu'à Verdun. On dit non, il faut tenir près de Metz. Donc il perd du temps, etc. Et à un moment donné, il comprend, il s'aperçoit que les autres arrivent par derrière. Et donc il repart à la retraite. En retraite, et il monte sur le plateau dit de Gravelotte, mais c'est trop tard, et ça c'est le 16 août. La troisième armée continue, Bar-le-Duc, c'est où Bar-le-Duc, voilà, continue son chemin, Bar-le-Duc, etc. Et la deuxième armée, elle, coupe la retraite de Bazaine. Donc il y a une première tentative de couper la route, parce qu'ils arrivent par le sud, comme ça, donc ils se cognent sur le flanc. Donc c'est la bataille de Gravelotte. D'où la fameuse phrase « il pleut comme à Gravelotte », parce que c'est justement les fameux obus qui tombaient sur les bivouacs français à 8h du matin, et les types sont en train de prendre le café, tout à coup, ils reçoivent, 6h du matin, ils reçoivent tous sur la... Bon, bref. Mais là, comme les corps français arrivent les uns après les autres sur le plateau, il y a une série de prolongations du front. En gros, ça se passe comme ça, tac, tac, tac. Voilà, et donc la bataille s'étend vers l'ouest, petit à petit. Voilà. Et en gros, les Allemands n'arrivent pas à passer, justement parce qu'il y a les réfis, les chasse-peaux, machin, etc. Donc ils ont des pertes colossales. Et ils n'arrivent pas à déborder. Sauf que Bazaine se dit cette position, elle n'est pas très bien, je vais me replier sur une position plus près de Metz, comme ça je serai plus près, parce que tous les convois des munitions sont dans Metz, donc on pourrait approvisionner les soldats, machin, de munitions. Donc je vais me replier sur Metz. Donc au lieu de s'échapper, de profiter de ce que les Allemands n'ont pas réussi à couper la route pour continuer sa route vers Verdun, par exemple. Il revient en arrière à Metz. Donc les Allemands en profitent dans la journée du 17. Donc ça, le 16 août, c'est Gravelotte. La journée du 17, ils font le tour et les Français prennent position autour de Metz comme ça, en arc de cercle, essentiellement autour d'un village qui s'appelle Saint-Privat. Et là, la ruse des Allemands, c'est que ils sont 2 fois plus nombreux, parce qu'ils ont eu le temps de faire traverser à toutes les unités. Donc ils se débordent petit à petit le front par le nord. Et ils obligent, donc il y a une bataille qui dure toute la journée du 18, où il y a 20 000 morts allemands. C'est énorme. Ce qui est colossal. Il y a 2 fils de Bismarck qui sont blessés. Ah ouais. Il y a un fils de von Rom, qui est le ministre de la Défense, qui a fait la réforme du service militaire, qui est tué. Et à la fin de la journée, Moltke dit... C'est pas possible, il y a trop de pertes, on n'y arrivera jamais, il faut retraiter. Donc il donne l'ordre de retraite. Von Moltke donne l'ordre de retraite, et à ce moment-là, le dernier corps qu'il a envoyé le plus au nord arrive au nord, et là, il n'y a personne. Il n'y a pas de réserve française. Parce que Bazaine a gardé la garde impériale jusqu'au dernier autour de lui, et il a trop peur, il est tellement terrorisé qu'il n'ose pas, et il n'envoie pas la garde impériale, alors que ses divisionnaires le préviennent en disant il y a un corps allemand au nord, vite, il faut aller prolonger le front. Il refuse. Et donc les Allemands enfoncent la droite française au moment où la nuit tombe, vers 20h, et ils démolissent la droite française, et donc paniqués, ils s'en vont, et du coup, la garde n'a pas donné. D'accord. Il laisse le terrain et il se laisse enfermer. Oui, alors qu'il avait... il se laisse enfermer dans Metz. Dans Metz, alors qu'il avait la possibilité en fait de remporter une bataille en race campagne. Et surtout de démoraliser les Allemands. D'obliger les Allemands à revoir leur plan stratégique. Alors il faut savoir que Metz c'était une énorme place forte. Voilà, c'était bourré de forts tout autour. Avec des canons. C'était réputé imprenable. Voilà. Donc Bazaine, l'armée d'Alsace, on a vu, a été battue au début. L'armée de Lorraine est enfermée. Donc il n'y a plus d'armée impériale. Mais ce qui est important ici, c'est que, quand on parle d'enfermer, c'est 150 000 hommes. Voilà.
C'est Ah 150 000 hommes de troupes régulières, professionnelles, Avec tous les avec des officiers, canons, les tous les canons, officiers. tout ça. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est en fait la moitié de l'armée qui se retrouve enfermée sous Metz, comme Voilà. on dit, Ouais. sous Metz. Alors c'est sûr que pour les attaquer, c'est très compliqué pour les Allemands, ils l'ont vu. Mais eux, ils ont réussi un premier objectif, c'est Ouais, déjà ça. de Voilà. mettre hors circuit. Exactement. T'as attaché tout le monde. Là. Et alors, là, on est le 19 août, et là, ce qui s'est passé, donc, c'est que l'armée de MacMahon, ce qu'il en reste, des débris revenant d'Alsace, ont rallié Châlons. L'armée de Châlons est sur place, donc il y a une armée. C'est quand même 130 000 hommes. Ouais. Parce qu'entre les débris, plus les nouveaux arrivants, les réservistes qu'on a enfin réussi à rallier, ça fait 130 000 hommes. Et avec un nombre de canons aussi conséquent, malgré toutes les pertes, ils ont encore quand des même canons. une armée. Voilà. Donc c'est l'armée qu'on appelle l'armée de Châlons. Pendant ce temps, notre ami Moltke, qui n'a plus d'un tour dans son péter sac, passe du- moi une oui. quatrième, parce que justement, crée de toutes pièces, et ça c'est ça la Il est malléabilité, génie, ouais. une quatrième armée, qui n'existait pas au départ. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il affecte la moitié des corps d'armée de la deuxième armée à une quatrième armée, et il crée un état-major. Avec les officiers, il y a tellement d'officiers d'état-major qui créent un nouvel état-major. Il crée les services d'ailleurs, parce qu'une armée, c'est pas seulement les fantassins, les cavaliers, les artilleurs, c'est tous les services, Le règlement, les ouais. infirmiers, Ouais. la logistique, les chariots, machin, etc. Donc il crée une quatrième armée, ex nihilo, comme ça, pouf. Donc ça, c'est la grande souplesse de l'état-major allemand. Et cette quatrième armée, donc il en laisse deux. Il a tellement peur que Bazaine s'échappe, parce que c'est l'armée la plus puissante des Français. Donc il met deux armées pour encercler Metz et assiéger. Metz, c'est un siège. Hein. Et il crée une quatrième armée. Cette quatrième armée, Poker pour Metz. tu veux un jeton de poker. Ouais. Va pour le jeton de poker. Regarde. Hop, ça, non, ça veut dire des gros sièges. Parce que là, c'est comme Strasbourg. C'est-à-dire que ça se fait pas en un jour. Ouais. Là, ça Et va alors, durer d'ailleurs beaucoup de temps. Entre-temps, dès le 19 août, il est arrivé à Bar-le-Duc, la troisième armée, celle qui venait d'Alsace, qui a suivi. Et donc, elle ne s'est pas battue à Metz. Elle est arrivée jusqu'à Bar-le-Duc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Alors attends, je fais juste la L'empereur. précision. On va revenir Ouais. sur les chemins de fer. Parce que ça, Oui. c'était l'important. C'est que il y a deux choses. C'est que la ligne de chemin de fer française qui va vers l'est, À Strasbourg, la ligne de vers Strasbourg, elle passe par Nancy. et Toul. Donc elle vient d'être occupée et coupée ici. Parce qu'en fait, il n'y en avait qu'une seule. Alors que les lignes de chemin de fer allemandes. Il n'y avait pas de ligne de chemin de fer entre Verdun et Metz, Metz, à d'accord. l'époque. Elle Ouais. n'existait pas, cette ligne-là. En Cette 14, elle existe. Voilà. À Donc, l'époque, ce qui est elle stratégique n'existe pour pas. les Allemands, c'est de récupérer cette ligne de chemin de fer pour pouvoir notamment après réussir à acheminer tout leur Le logistique. matériel, bah oui, Et évidemment. ravitaillement. ce qui justement est incroyable dans cette campagne, là on en revient encore sur le niveau de formation des officiers d'état-major, c'est que MacMahon, dans sa retraite, ne coupe détruira pas ni aucun les ouvrage, tunnels, ni les ponts, Ouais. ni les ponts, ni les Ah ouais. tunnels. ni les télégraphes. C'est Rien. important, le télégraphe. Donc les Allemands pourront acheminer J'arrive et- toute leur logistique, tous leurs obus. Communiquer comme ils veulent. tout ça. Oui, et Ouais. puis surtout évacuer les blessés aussi, enfin, c'est parce que Ouais, c'est aussi un bien effet, sûr. mais d'une manière optimale, alors que si MacMahon l'avait fait, d'ailleurs tu avais regardé, tu avais dit dans ton ouvrage, s'il avait fait sauter je ne sais plus quel pont, Ah oui, ça c'était. ils auraient, après, ils auraient perdu Le- au moins près de 3 Nancy. semaines. Près de Nancy, il y avait un pont. Bon, ce qui fait qu'en qu'ils ont plus, enfin, ouais. les Allemands profitent, je dirais, de Ah oui, fautes, bien sûr, mais ouais. Énorme. incroyables de la part de l'état-major français. Donc là, que faire avec cette armée? Donc, ce que préconise et Napoléon III et pas mal d'officiers, et en particulier un général, un nouveau personnage qui s'appelle le général Trochu. Avec Ça, un nom il pareil, avait ça un ne s'invente charme. pas. Il devait avoir une barbe. Le plan de Trochu, il avait une barbe, effectivement. Qui était un général qui avait écrit un livre juste avant la guerre pour dénoncer les tares de l'armée française. Ouais. Il n'avait pas tort. Et du coup, il avait été mis en disgrâce. On l'avait envoyé commander un corps d'observation dans les Pyrénées. Ouais. Bon. Et là, dans la panique générale, il est rappelé et il est nommé, comme il est très populaire dans l'armée, justement parce qu'il a contesté, hein, Ça tombe d'accord. et par la position, les républicains, ça, il est très populaire, et il est nommé gouverneur de Paris. Et avec l'ordre de constituer une armée à Paris pour venir renforcer, etc. Et lui, il vient à Châlons et il dit il faut absolument retirer la dernière armée qui nous reste, puisque voilà, Ouais. avec, il y avait MacMahon hein, Ouais. encore, à Et Paris, là, ouais. pour défendre Paris. Et l'empereur dit OK. Ce soir, l'empereur, il en a marre, il n'en peut plus, il dit oui à tout le monde. Sauf qu'il y a un télégraphe qui arrive. Alors ça, 17 août, on se retire, on décide de se retirer sur Paris. 19 août, on apprend que Bazaine est enfermé dans Metz. Hors de télégraphe par Paris du gouvernement. Parce que, oui, pardon, excuse-moi. Entre-temps, le gouvernement de Émile Ollivier, qui est le premier ministre de Napoléon III, tombe à la nouvelle des défaites de Forbach. Ouh, et démission, de c'était Spicheren, déjà. de Freuchwiller, etc. Le gouvernement démissionne, mais il est remplacé par un encore plus bonapartiste et encore plus dur, à la demande de l'impératrice Eugénie, qui est régente pendant que Napoléon est au front. Elle était maline, elle, non? Ouais, elle était assez forte. Et donc, elle fait nommer le général Cousin Montauban, il s'appelait comme ça,
comte de Palikao. Tout le monde l'appelait Palikao, parce que Palikao c'était une bataille en Chine à l'époque où l'armée impériale avait participé à l'expédition des Boxers, à la révolte des Boxers, je sais pas si... Ah non, je sais pas. Moi. Bref, donc l'expédition 5 du palais d'hiver, d'été, pas d'hiver, d'été. Enfin bref, voilà, donc il a été nommé, il était comte de Palikao. C'est joli. C'est joli, donc tout le monde s'est foutu de sa gueule, parce qu'il est un vieux bonhomme, mais passons. Palikao dit, il n'est pas question que de laisser Bazaine enfermé, parce que sinon ça sera la révolution à Paris. Donc il faut que l'armée de Chalon marche sur Metz. Ah, ouais. Voilà, sauf qu'il y avait 2 armées allemandes qui avançaient petit à petit. Voilà. Donc, alors, il y a une chose Bazaine, aussi sur Paris. Tu peux aussi dire que Paris, à l'époque, c'était tout les forts que l'on connaît. Hein. Le fort de Rosny. On va en parler au moment du siège. Non, le siège, c'était une énorme place forte. Bien défendue avec des canons, c'est-à-dire que tu pouvais te retrancher c'est ça, sans aucun problème sur Paris. D'où la raison pour laquelle Trochu disait il vaut mieux se défendre dans Paris. On estimait qu'investir une place, c'est-à-dire l'encercler, ça prendrait en fait énormément d'hommes, surtout avec une armée forte constituée, parce que la circonférence autour de Paris était trop importante. La ligne d'investissement, c'était le principal défaut de Paris étant le fait que, il y avait une population de plus de 2 millions d'âmes, donc il fallait nourrir, plus des militaires, ça c'est une chose, et puis évidemment c'était le cœur politique. Si ça tombait, ça tombait. Voilà. Mais c'était pas une remarque idiote. Non, sur Paris c'était une bonne idée, parce que l'idée c'était d'avoir le temps de rallier toutes les voies ferrées convergées vers Paris, ramener des réserves, et avec une armée régulière de pouvoir défendre, empêcher l'investissement de Paris. Bref. Et donc, ça c'est mon watif, alors on en parlera après. Alors, mais comme MacMahon sait bien qu'il y a des troupes battues et des réservistes qui viennent d'arriver, donc c'est pas une armée de grande qualité, donc il décide de faire le tour. Donc il part d'abord à Reims. Alors les autres avancent, ils arrivent jusqu'au camp de Chalon, et tiens c'est vide. Et en fait ils apprennent, MacMahon, par la presse française. Je ne vois pas ta tête. Pardon. Ah oui, c'est vrai. Il est enflammé. Et à ce moment-là, c'est très bon. Ça montre le tronc qui nous explique. L'homme tronc qui parle. Donc, c'est la presse française qui apprend à l'état-major allemand, donc il y a des articles dans la presse en disant MacMahon se dirige vers le nord. Déjà. Oui, parce qu'il n'y avait pas. C'est pour ça qu'en 14, je peux dire, la censure de la presse a été radicale à cause de ce souvenir. Donc MacMahon décide de marcher sur Montmédy, plein est. Et le but étant d'arriver jusqu'à Metz, parce qu'en même temps il avait réussi à avoir des nouvelles par des évadés de Metz, du fait que Bazaine avait promis que si une armée venait, il ferait une sortie. Et donc voilà. En fait, il a fait une sortie. Il y a eu des tentatives, il y a eu 2 tentatives qui étaient totalement bidons. Bref. Donc il se dirige vers Montmédy, c'est où Montmédy par là. Voilà. Donc les Allemands sont au courant, donc ils le poursuivent. Hop, voilà. Acharnés qu'ils sont. Acharnés qu'ils sont. Donc, sachant les Allemands sur le point de le rejoindre, c'est la Meuse, ça, Donc, il franchit la Meuse. Donc, les Allemands sont derrière lui. Là, il panique. Et donc, il décide en fait de se replier jusqu'à Mézières, parce que là, il y a le train qui peut le ramener jusqu'à Paris. D'accord. Donc, il remonte vers le nord. Mais les Allemands le poursuivent. Il repasse la Meuse. Là, il y a une bataille à Beaumont où il y a un corps français qui ne se garde même pas de ses bivouacs et les Allemands lui tombent dessus, pareil comme la pluie d'obus qui leur tombe tout à coup sur la gueule et qui écrase un des corps français, déjà qui ne restait pas grand-chose. Voilà, et donc il arrive à Sedan, mais pendant ce temps, les Allemands lui ont coupé la route, donc il y a une armée qui suit derrière. Une marche un peu plus vite. Et voilà, ils se retrouvent coincés à Sedan. Alors on est bien là. 1er septembre. Coincé, une belle ligne. Voilà. 1er septembre, et là, donc l'armée française est totalement encerclée. Napoléon, qui a rejoint l'armée derrière MacMahon, entre-temps, ne sachant plus trop quoi faire, il suit l'armée, et qui était obligé de capituler. C'est un massacre. Toute l'artillerie allemande est autour, c'est un creux, Sedan. Et tire sur les Français qui sont entassés en bas. Enfin, ça dure une journée. Ça dure une journée, et au bout de la journée, toute la journée du 1er septembre. Et le 1er septembre, Napoléon décide de capituler, et ça prendra que le lendemain, 2 septembre. Voilà. Et donc, Napoléon est fait prisonnier. Il y a 119 000 soldats qui sont faits prisonniers. C'est énorme. Donc, il n'y a plus d'armée. Celle-là, elle est détruite. Voilà, celle-là est détruite. Et celle-là, elle est assiégée. OK ? Donc, il n'y a plus d'armée. C'est fini, Paris est libre. Attends, parce que c'est encore loin. Non, parce que tu as des gardes mobiles, comme on disait. Alors, après, tu as donc le 2 septembre, le temps que la nouvelle arrive à Paris, réunion du Parlement, manifestations partout, qu'est-ce qu'on fait, machin, etc. Et les parlementaires décident de renverser
l'Empire. Ils votent, il y a un vote qui dit déchéance de la dynastie des Bonaparte, proclamation de la République. D'accord. Et c'est le début C'est un coup de Palpatine. de la Troisième République. Ouais. Voilà. Donc Ok. c'est les parlementaires et donc on nomme un gouvernement de Et défense qui a nationale. donc lieu le 4 septembre. 4 septembre. D'où la rue du 4 septembre, comme tu disais tout D'accord. à l'heure. C'est la République du se met 4 en place. septembre qui se met en place. Et on crée un gouvernement de défense nationale. Trochu est nommé comme gouverneur de Paris. Enfin, il est déjà gouverneur de Paris, mais il est commandant en chef de l'ensemble des armées. Et on décide quand même assez vite d'envoyer un gouvernement en province, parce qu'on sait que les Allemands vont arriver près de Paris. Donc on décide d'envoyer à Tours un gouvernement qui représentera le gouvernement de Paris en province pour lever des armées en province, Pour aller. pour venir délivrer Paris. Mais ça, c'est la suite. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de tirer la conclusion et le bilan en fait du début de la campagne, parce que c'est une campagne quand même qui est très courte. Ah C'est oui. une campagne qui est très 3 mois, violente. c'est pas trop. De août, de septembre. Voilà. ça. Donc très courte, très violente. C'est une campagne avec, Un mois, quoi. avec énormément de mouvements, de prise d'initiative. La conclusion, c'est que on a quand même les armées françaises, donc impériales, c'est pour ça qu'on parle de période impériale, sont détruites, mais après cette Ou quand même- enfermées. ou enfermées, mais après cette vaillamment battue et les pertes en fait prussiennes le prouveront à l'issue. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que les Prussiens à ce moment-là de la guerre pensent avoir gagné la Voilà. guerre. Je dis, Eux, on a ça y est. capturé l'empereur, Là, c'est et fait. capitulation. C'est terminé. Ouais. Oui, parce que l'empereur est venu en fait, si tu veux, rencontrer celui qu'il appelle son cousin, je crois, ou Bismarck. Bah oui, parce que- non, pas Bismarck, mais Guillaume Ier, Guillaume, oui, Guillaume. parce qu'il parle d'empereur à empereur, et en fait, il vient lui présenter sa capitulation. Ça se fait encore suivant, en fait, un protocole de aristocratique. gentilhomme. Non, attends, justement, il y a quand même Napoléon III dit c'est mon armée qui capitule. Il refuse, justement, parce que c'est ce que demandent les Allemands, il refuse de dire que la France capitule. Non, c'est ça, mais c'est lui qui Voilà. capitule, C'est lui mais qui pas la sort. France. Ouais, Oui, Mais les tout à Allemands, fait. ils voulaient quoi dans ce C'est un peu cas-là? à son honneur. hein. Oui, non, mais complètement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est mais le les respect Allemands du étaient protocole. convaincus Voilà, que, puisque l'empereur avait capitulé, a été fait prisonnier, Ouais, c'était la guerre était terminée. Et puis il n'y Mais- avait plus d'armée. Il n'y avait plus d'armée. Mais si la guerre était terminée, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que la France était allemande ou c'était quoi Non, l'idée? non. Ils voulaient alors, quoi? ça, on verra. Il avait, ouais. alors, Bismarck avait un programme extrêmement précis de ce qu'il voulait. Il voulait l'Alsace et la Lorraine. C'est tout. Alors, il voulait l'Alsace à coup sûr, parce que ça, c'était de langue allemande, et que c'était créer On leur une avait terre pris peut-être à un d'empire. moment, ouais. Et c'était une terre d'empire où qui serait la propriété collective de l'ensemble des États allemands, et non pas la propriété de la Prusse. D'accord. C'est très important. La Lorraine, ils s'en fichaient un peu. Mais c'est l'état-major allemand, et Moltke en particulier, qui voulait absolument l'annexion il voulait Metz. Ouais. Parce que Metz était une immense place forte, Ouais. très puissante, et il disait tant que les Français auront Metz, ça sera une menace pour l'Allemagne. D'accord. Il raisonnait en termes de menace, hein, parce Ouais. que Napoléon III, il était considéré comme les Français étaient considérés comme potentiellement agressifs. Ouais. Et après, il avait déclaré la guerre. Oui, évidemment. Ah, voilà. Donc, pour se défendre, il fallait Metz. Ils voulaient Et juste pour avoir l'Allemagne, Metz- ils voulaient juste l'Alsace et la Lorraine. Voilà, Enfin, en donc tout cas l'Alsace. le nord de la Lorraine. Ouais. Le reste, on foutait. Ouais. C'est le nord, et uniquement pour des raisons militaires. Bismarck ne voulait pas. Bismarck disait si on leur prend Metz, ils vont tellement vouloir se venger Qui vont revenir à l'attaque. qu'ils vont venir. Ce qui s'est effectivement Ouais, il passé. était malin lui. Hein. Puis Et après, il ne t'as voulait les- pas. Mais finalement, Moltke, pour des raisons, des considérations militaires, a obtenu, mais ça c'était après, à la fin, D'accord. que Moltke a eu raison, avait obtenu gain de cause. Guillaume a appuyé Moltke. Enfin bref, donc finalement, Bismarck là-dessus, il a cédé. Puis bon, on avait tellement gagné que, en plus, comme la guerre s'était prolongée, le coût humain pour les Allemands avait continué à être croissant. Il faut bien, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais en Allemagne, c'était pas évident, hein, Ouais. parce que les pertes des 20 000 morts de Une journée, Saint-Privat, je peux te dire qu'en Allemagne, c'était Ouais, été grave, terrible. Saint-Privat, hein. ouais, Ça avait été terrible. Surtout qu'il y avait tout un corps bavarois qui avait été anéanti. Donc, enfin, voilà, ça crée. Il y avait des dissensions à l'intérieur parmi les dirigeants allemands, parce que tous les États allemands du Sud, c'était des États qui étaient juridiquement à égalité avec la Prusse. Il n'y avait Ouais. pas encore l'Empire. Ouais, L'Empire bien sûr, n'existait ouais, pas. ouais. Donc, dès que comme c'était un état-major prussien qui décidait, donc il y avait beaucoup de tirages. Hein. Et les Alliés, en particulier la Bavière, râlaient tout le temps, quoi, en disant bah, nous, on a marre, d'abord on se fait massacrer, ensuite on sert les intérêts du roi de Prusse. Hein. Ouais. Bon, les nôtres, ils sont où? Enfin bon, voilà. Donc il y avait sans arrêt du tirage politique, donc c'était pas si clair que ça. Mais quand tu avais une victoire aussi écrasante que celle de Sedan, tu avais des flambées de Ah, bien sûr, nationalisme comme allemand, toujours. et tout le monde disait bah, voilà, c'est super. On est les plus forts, on est les plus beaux. Et Mais malheureusement- en revanche, plus ça durait, et plus il y avait des chances que ça se divise. Ouais, évidemment. D'où l'idée de la République. Et malheureusement pour De les personne, Français, de continuer la ces défaites n'ont absolument pas joué diplomatiquement dans d'éventuelles alliances pour venir nous aider. Ouais, non, c'était fini. Les gens ont assisté en fait
Ça se raconte après. Ouais, alors, je à la sais pas, défaite. parce que- Ah oui, non, mais par rapport à ce Ouais, moment-là, tout à fait. c'est qu'à ce moment-là, en fait, on aurait pu en plus se dire que. Mais ça a été tellement rapide aussi. Mais ça a été bah, tellement oui, rapide moi, que les gens sont restés stupéfaits et que la France n'a pas eu le temps justement de faire prendre conscience donc aux autres puissances. Mais du du coup, danger. la programmation de la République s'est passée pour la France. La Troisième Bah, République. pour l'intérieur, Ouais. le régime, de toute façon, enfin, moi, ma théorie, c'est que le régime, de toute façon, serait tombé. Oui, Parce ça, que, c'est- que ça soit ça a été utile. par une défaite militaire prussienne ou par une révolution sociale quelques mois ou années après, le régime serait tombé. D'accord. Voilà. Il n'y a pas des gens qui ont œuvré pour que ces défaites soient. Parce que c'est quand même fou d'annoncer à la presse qu'on est là-bas, tout ça. Mais non, parce que c'était pas dans les, Ouais. c'était les mœurs de l'époque. Oui, c'est une pas forme de d'inconscience. censure. Ouais, oui, oui. Les gens ne se rendaient pas compte de l'importance de la presse, tout simplement. Ouais. Parce qu'il y avait Ouais, pas on était beaucoup dans un d'organes. monde qui changeait en Mais- fait. Hein. mais aussi- 1850, c'est aussi 1950, parce que, c'est. mais c'est aussi parce que l'état-major allemand utilisait les journaux Ouais. Bah oui, français. Ils sont pas cons. hein. Bah oui, non, mais je veux dire, Ouais. pour nous c'est évident. Ouais, mais à l'époque, les officiers français, quand ils avaient une information qui arrivait par la presse, Ouais. ils disaient, mais ça c'est des conneries de journalistes, ils n'y croient Ouais. pas. Voilà, c'est tout, c'est aussi comme ça. C'est que, Ouais. en général, l'information est toujours disponible. Ouais. Ce qui compte, c'est d'y croire ou pas. Ou pas, exactement. Ouais. Ok. Donc là, on a vu La période impériale, c'est voilà, le début du conflit. avec tout ce qui s'est passé de manière historique. Donc là, on et est réelle. dans l'opérationnel, militaire, classique, Voilà. etc. Donc, un mot sur l'Uchronie que je place là ou pas? Non, bah, On c'est va faire après. une émission, justement. Sur la période impériale. Ah, sur la. Ah oui, oui, Non, oui, bah, oui, 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 ça- oui, ça- si, si, bah, ça si, se si, dit si, en si. 2 mots. Non, Ah, on mais t'écoute. pas- Ça non, se mais dit en c'est- 2 oui, bien mots. sûr, vas-y, C'est que si le règlement de la tranchée à Brie avait été appliqué, Respecté, oui, respecté, si, tirant les leçons des premières batailles où les réfis, les mitrailleuses avaient fait des ravages quand elles étaient planquées ou en même ligne que l'infanterie, Ouais. c'était devenu un ordre de placer les réfis Devant. devant, sous le contrôle et sous le commandement des unités d'infanterie, des officiers d'infanterie qui étaient en première ligne. La Saint-Privat, par exemple, la ligne de Saint-Privat, où les Français étaient retranchés sur une crête qui était parsemée de fermes. Donc il y avait la ferme de Moscou, la ferme de je sais plus quoi, enfin il y en a plein, il y en a que le comme ça. Et les villages fortifiés, crénelés de Saint-Privat, des Eaux, des Rezoncourt, etc. Les Allemands auraient pu se briser le nez complètement. Et si Bazaine avait utilisé la doctrine, alors pour le coup napoléonienne, d'envoyer les réserves là où ça craque, c'est quand même la moindre des choses, et les Allemands auraient craqué. Je dis, Moltke avait donné l'ordre de retraite. Ouais. Voilà. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se serait passé? L'armée allemande exsangue se serait repliée derrière la Moselle. Et là, en gros, bah, on aurait négocié, quoi. On aurait D'accord. discuté, Ça, c'est la théorie on que aurait- tu développes dans ton ouvrage. Voilà, parce C'est que j'ai vraiment plusieurs scénarios plusieurs scénarios d'Uchronie. Donc il y a Ouais. certains scénarios qui se situent dans la période impériale, mais en même temps, je veux dire, j'y crois. Ça, pour le coup, la probabilité que ça se fasse était très faible parce que les officiers de l'armée impériale étaient tellement Ouais, borné, et Borné, puis il n'y avait pas buté, l'imagination pour. qu'ils n'auraient pas été capables, je pense, de faire l'effort d'imagination que moi je peux me permettre Ouais. après coup. Donc c'est trop facile. En revanche, sur la République, c'était plus sérieux parce qu'il y avait vraiment des alternatives qui avaient été pensées, réfléchies et qui n'ont pas été appliquées. Mais autant sur la partie impériale, là c'est simplement s'ils avaient appliqué ce qu'ils avaient Ouais, oui, il y a dit 3 au points. début. Il y a 3 points. Voilà c'est-à-dire, ce qu'ils avaient dit au début, c'est-à-dire on se met sur la défensive, on creuse des Voilà. tranchées et on prolonge la ligne au fur et à mesure que les Allemands la prolongent, etc., en employant nos réserves. Donc ça, c'est dans le livre. C'est-à-dire que, on va dire que Ouais. si je prends le livre et que je fais ça, là, tu as toute la partie historique dont on vient de parler. Attends, ben alors c'est très simple, il y a une table des matières. Donc en fait, il y a une partie historique. Donc là, Alors, c'est je vais la mettre que les gens Pardon. puissent la voir ici. Ouais. Donc- Ça, c'est tout ce que je disais au début sur les atouts, faiblesses, machin. Voilà. Liste des atouts et des faiblesses. Ensuite, là, les opérations réelles, Qu'on vient ici. d'expliquer. Et Et chapitre à partir de 3, là, à la what if. moitié, c'est. Non, ça, c'est la période impériale. D'accord. Et après, on recommence sur la partie républicaine parce que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. D'accord. Et là, dans la deuxième émission suivante, vous voulez parler de. la partie républicaine. Ok. Et ta partie uchronique, c'est, on vaut mieux le lire, c'est ça? On ne fait pas une émission où tu nous expliques. Ah non, Ok, bon, ok. on l'écrit. Donc voilà, ce qui va être Non, rigolo, non, c'est ça. parce que- C'est ouais. donc une fois que vous avez cette partie-là, vous savez que vous devez aller lire ce livre parce que ça va vous résumer tout ça de manière un peu plus. Voilà. Précise. Plus précise. Et développé. Et développé, sauf que Avec à la quelques tête cartes. là, ça bouge les trucs, mais surtout, il y a donc. Et quand tu le racontais, c'est marrant parce que j'ai senti. En me levant. Non, les deux moments importants, c'est-à-dire le coup de la pelle, Ouais. hein, que c'était vraiment idiot, et le coup des
des mitraillettes Voilà, à si. l'arrière, Donc- c'est vraiment... Donc ça, ces remarques-là décrivent l'Uchronie du coup, Ouais, oui, bien j'imagine, sûr. qui est de dire, bah, voilà, alors, parce que c'était dans les textes, Oui, c'est ça, c'était c'est dans les applique ce qu'on te dit. intentions, c'était Voilà. quelque chose qui aurait pu exister parce Ouais. que c'était là, quoi. Ouais, Sauf on que- aurait pu le faire. voilà, on aurait pu S'ils de- avaient écouté. de Et changer. donc, tu en développes une autre finalité. Voilà. Mais la République sera arrivée quand même, mais peut-être plus tard. Oui, à C'est part ça. ça. Oui, enfin, ça, c'est pas dans le bouquin, ça, c'est des considérations politiques par ailleurs, Ok. qui est de dire que de toute façon, je pense que le régime serait tombé Ouais, je pour crois, des il y a raisons pas- sociales. Ok. On a tout dit sur cette partie-là. On va donc se quitter là et puis se dire qu'il y a Une suite. une suite Une suite. où là, on va Absolument. aborder ce qui s'est passé après tout ça. La hein. campagne La des campagne armées, menée par des armées de La la guerre République. continue. La guerre continue juste voilà. après ça. Avec un gouvernement de défense nationale qui fait énormément de choses et aurait pu fonctionner. Merci Antoine, merci Guillaume. On va regarder cette caméra à droite de l'objectif et dire Jenny Reich.